Bien, bonjour et bienvenue à tous et vraiment merci et bravo d'être ici après avoir bravé ce froid sibérien. Mais comme vous pouvez le voir, enfin, nous apprécions tous véritablement le système de chauffage du Collège de France. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez sans doute que nous avons vu comment un certain courant qu'on peut qualifier de déconstructionniste, qui pousse aujourd'hui dans le sens d'hypothèse d'autant plus radicale qu'il a en face de lui un courant inverse de reconstructeurs des études nationales du Guoxue, comme on l'appelle en chinois, donc qui lui pousse en sens contraire dans un sens fondamentaliste. Donc nous avons vu comment ce courant s'appuie sur une tradition déjà longue d'études philologiques qui remonte au moins jusqu'au XVIIIe siècle en Chine et au Japon, pour donc faire converger cette tradition avec des méthodes empruntées à la lecture critique des textes bibliques, qui, elles, donc, remontent au XIXe siècle, au moins en Europe. Alors, nous avons vu en particulier quelques exemples d'intertextualité qui devraient nous amener à nous défaire de l'habitude de rétro-projeter, c'est-à-dire de projeter en arrière, en quelque sorte, de rétro-projeter sur la matière textuelle de la Chine ancienne nos conceptions modernes de, premièrement, ce que doit être un texte, deuxièmement, comment ce texte doit être composé, et troisièmement, à quoi il doit servir. Donc jusqu'à maintenant, nous avons tenté d'apporter quelques éléments de réponse aux deux premières questions, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qu'un texte dans le contexte de la Chine ancienne et comment ce texte est composé. Alors, sans perdre de vue, évidemment, le cas qui nous intéresse plus particulièrement et qui est donc celui du Luoyu, des entretiens attribués à Confucius. Alors, contrairement à une certaine forme de vulgate à laquelle on a abouti après des siècles de tradition canonique, les travaux cumulés de philologues chinois et japonais que j'ai mentionnés précédemment, repris depuis une date relativement récente de manière méthodique et systématique par des sinologues occidentaux. Donc ces travaux ont abouti à l'idée que les textes de la Chine pré-impériale et du début de l'ère impériale se présentent en réalité comme des compositions et perpétuelles recompositions d'éléments discrets au sens de discontinu, comme des constructions mobiles de petites unités distinctes, comparables, je le disais la semaine dernière, à celles d'un jeu de construction. Comme diraient nos collègues anglophones, des building blocks ou alors des movable units. Donc, des unités textuelles mobiles qui pouvaient être réagencées et reconfigurées dans une
variété considérable de combinaisons, lesquelles pouvaient alors produire donc des sens et des contenus assez différents. Alors, j'ai terminé la semaine dernière en signalant que ces petites unités textuelles pouvaient se retrouver à l'époque Han, donc nous sommes au 1er siècle avant l'ère chrétienne, sur des supports assez inattendus, tels que des embouts de tuiles. Alors, j'ai ici voici ce qu'on entend justement par ces embouts de tuiles, donc en chinois watang. Alors, vous avez ici un modèle réduit donc d'un bâtiment tel qu'il pouvait se présenter donc à l'époque Han, donc qui a été retrouvé dans une tombe. Et donc les embouts de tuiles sont ces tuiles rondes que l'on place au bout donc des rangées de tuiles qui couvrent le toit. Vous avez ici donc une autre illustration où vous retrouvez donc au bord du toit et au-dessus donc de l'entrée de la maison ces watang, donc ces embouts de tuiles, donc avec les rangées de tuiles qu'elles ferment en quelque sorte donc en bout de toit. Alors, ces embouts de tuiles portent en général des motifs décoratifs. Ça peut être des animaux fabuleux, comme le petit dragon que je vous ai montré la dernière fois et que vous avez retrouvé donc ce matin, ou bien il pouvait également porter des caractères écrits de manière plus ou moins stylisée et dans une calligraphie parfois délibérément archaïsante. Alors vous avez ici donc un exemple qui est encore tout à fait lisible pour les contemporains, pour un chinois contemporain, vous reconnaissez très bien donc ces deux caractères donc Junzi, qui veulent dire donc littéralement fils Zi, donc fils de prince, mais qui, comme nous avons eu à maintes reprises l'occasion de le rappeler, donc désigne dans le vocabulaire spécifiquement confucéen donc une forme d'aristocratie morale, si on peut dire, et non plus de naissance, non plus une aristocratie héréditaire, et donc que j'ai pour ma part pris le parti de traduire par homme de bien. Vous avez par exemple cet autre embout de tuiles avec donc ces motifs décoratifs placés en cercle tout autour, et au milieu, c'est peut-être, ça saute pas tout à fait aux yeux, mais vous avez donc un caractère qui est donc le caractère chang, qui veut dire donc constant, ce qui est constant, ce qui est, on pourrait dire, permanent, et certaines traductions le traduisent par éternel, puisque vous reconnaissez peut-être un mot qui figure dans le tout premier verset donc du Lao Tzu, dans le texte que nous connaissons, c'est-à-dire Dao ke Dao, Fei Chang Dao, c'est-à-dire donc le Tao dont on peut parler n'est pas le Chang Dao, c'est-à-dire donc le Tao constant.
Et donc certains traducteurs traduisent par le Tao éternel, à tort ou à raison. Mais ce mot Chang peut également faire référence à ce que les confucéens des Han appelaient donc les Wu Chang, c'est-à-dire donc les 5 constants, qui font référence notamment donc aux 5 relations fondamentales, les 5 relations humaines fondamentales dans l'esprit des confucéens, donc la relation père-fils, prince-sujet ou prince-ministre, la relation donc mari-femme, la relation donc frère aîné, frère cadet, et donc la relation entre amis. Ça, ce sont donc les Wu Chang. Donc, ce mot Chang peut faire référence donc aussi bien donc à ce premier verset du Lao Tzu, ou bien donc à une notion tout à fait confucéenne. Vous avez donc également ce caractère-là, donc. Alors là, vous aurez peut-être un peu plus de mal à reconnaître donc le caractère moderne qui se prononce actuellement yue, et qui en réalité en fait a une double prononciation, c'est-à-dire donc quand on le prononce yue, ça veut dire donc la musique, et on peut également le prononcer le. Auquel cas, ça signifie donc le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux. La photo qui suit donc vous montre la tuile en question. Donc vous voyez comment le caractère apparaît donc en relief. Alors cette notion ou plus exactement ce jeu sur le double sens de yue, le, c'est quelque chose qui est largement exploité dans la tradition confucéenne et qui constitue même une pomme de discorde avec une école considérée comme adversaire ou du moins dissidente, l'école donc des moïstes, qui se réclament de Mozi, maître Mo, puisque les moïstes sont, je caricature un petit peu, mais enfin sont des espèces de de puritains qui justement désapprouvent tout ce qui peut occasionner des dépenses somptuaires. C'est à ce titre qu'ils sont opposés donc à la pratique de la chasse de courre, qui sont opposés aussi à la guerre, au principe de la guerre parce que ça coûte cher, et ils sont également opposés donc à toutes les formes de rites qui sont dispendieux, et notamment donc c'est en partie pour cette raison qu'ils sont contre donc la musique rituelle. Et en face, les confucéens donc leur répondent que la musique, c'est justement une source de joie, de le, et qui est donc la pratique de la musique rituelle est tout à fait fondamentale justement pour donc créer du lien humain, parce que c'est justement elle est à l'origine justement de cette émotion de joie. Alors cet embout de tuile qui a été retrouvé donc dans les environs de l'actuel Xi'an, provient probablement donc du Yuefugong, c'est-à-dire donc du bureau de la musique à l'époque Han. Et vous vous rappelez peut-être que nous avions vu dès le début du cours de cette année l'importance
que revêt donc la musique rituelle dans la vie de cour de l'Antiquité préimpériale, musique rituelle qui s'est retrouvée donc étroitement associée au courant confucéen dans l'esprit des historiens des Han. Vous vous rappelez peut-être ce passage donc du Han Shu, l'histoire dynastique des Han occidentaux, qui nous parle justement de cette prétendue découverte dans les murs de l'ancienne demeure de Confucius au pays de l'O, d'un texte du Lun en caractères anciens, en Kuwen, découverte concomitante avec justement le fait que au moment où on a découvert ce manuscrit, donc on a entendu donc des sons de musique rituelle anciens qui s'échappaient donc des murs de cette demeure. Donc vous vous rappelez peut-être cette histoire donc du roi Gong de l'O qui pour rénover son palais, l'agrandir, donc avait commencé à faire détruire donc cette ancienne demeure de Confucius. Et mal lui en a pris parce que il a justement a dû arrêter tous les travaux du fait de cette découverte et accompagné donc de cette musique tout à fait paranormale. Mais j'ajoute que ces embouts donc pouvaient être également porteurs non seulement de caractères simples ou isolés comme nous venons de le voir, mais parfois aussi d'unités textuelles et donc de messages entiers. Alors là, vous revoyez quelque chose que je vous montrais donc en fin de cours la semaine dernière, et j'y reviens un instant, car comme me l'a obligeamment fait remarquer donc mon collègue de Tokyo, monsieur Yoshinobu, qui doit être ici présent, je me rends compte des incohérences de ma présentation donc en toute fin de cours, que je n'arrive à m'expliquer que par un état de fatigue avancée, à moins que ce ne soit un début de dyslexie. Ça peut arriver à tout âge. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je pense que certains d'entre vous d'ailleurs auront rétabli d'eux-mêmes, j'ai reproduit donc les transcriptions en caractères modernes sur le côté, qui montrent bien que les inscriptions sont toutes disposées de la même façon, donc en cercle, certes, mais en deux parties symétriques. Donc sur cet embout de tuile, vous avez l'inscription donc « Ren Yi Zi Cheng ». Donc là, on reconnaît bien le zi ici, c'est-à-dire donc sens de l'humain et sens du juste se réalisent d'eux-mêmes. Donc là, vous reconnaissez deux notions qui sont très caractéristiques donc de la terminologie confucéenne. Ce second embout de tuile porte un autre message, donc Tao de Shun Xu, c'est-à-dire donc la voie et la vertu ou la vertu de la voix ou la puissance de la voix se mettent en bon ordre. Alors le Tao Te, évidemment, on sait que ce sont deux notions qui sont associées donc au texte du Lao Tzu, qui porte comme autre titre, comme vous le savez, donc le Tao Te Ching. Donc ici, est-ce que il y a une référence directe au Lao Tzu? C'est possible, ou bien ça peut être tout simplement le Tao et le Te pris au sens assez général du terme. Toujours est-il que nous avons ici
deux maximes moralisantes donc, qui figuraient sur ces embouts de tuiles, donc au bord d'un toit. Et alors, quant à cette troisième inscription, donc Wei Han 3 年 Da Bing Tianxia, donc seuls les Han en 3 ans ont sur une vaste échelle unifié tout sous le ciel, c'est-à-dire unifié le monde, autrement dit l'espace chinois de l'époque. Là, nous avons très clairement un message de propagande politique. Et alors, ce qui me paraît tout à fait amusant, c'est que la rythmique de ces formules en 4 caractères est restée jusque dans les slogans politiques d'une époque récente et même tout à fait contemporaine. Pour ceux d'entre vous qui ont connu directement ou indirectement la révolution culturelle des années 1960-70, vous vous souvenez peut-être de celui-ci. 革命无罪，造反有理。Ce qui veut dire donc la révolution, ça c'est un slogan lancé par Mao, donc pendant la révolution culturelle. Donc la révolution n'a rien de mal et la subversion est justifiée. Alors j'ai à dessein et bien sûr un peu malicieusement disposé donc les deux parties du slogan comme s'il était inscrit sur un embout de tuiles. Et à l'inverse, on pourrait donc s'amuser à scander les inscriptions sur tuiles d'époque Han à la manière donc d'un slogan actuel, c'est-à-dire 仁义至诚，道德顺序，为汉3年，大并天下。Donc là, j'ai fait juste cette petite excursion vers la contemporanéité pour vous montrer donc qu'il y a justement certaines constantes dans la culture qui passent notamment par certains côtés visuels et une rythmique phonique. Alors, le plus curieux, c'est que donc la formulation de cette dernière inscription, donc Wei Han 3 年 Da Bing Tianxia, rappelle étrangement une série de propos attribués à Confucius dans le Luanyu, dans le livre 13 du Luanyu, où vous avez d'abord 3 sections qui se suivent, la section 10, 11, 12 du livre 13 et une section qui se trouve à la fin donc, du livre 13, la section 29. Alors, que disent ces 3 sections? Alors, la première vous dit ceci. 子曰：苟有用我者，激越而已可也。3年有成。Donc, le maître dit, et là, donc, nous sommes censés entendre la parole du maître. Alors, il suffirait, ou pour peu qu'il y ait, je traduis très littéralement, qu'il y ait quelqu'un qui m'utilise, qui m'emploie. Alors, ici, ce que vous lisez donc en chinois moderne, c'est si, si yue. En réalité, donc, ce caractère est mis à la place d'un autre que je n'ai pas pu vous reproduire là aussi pour des questions de fonte. Il y a des caractères qui sont trop rares et qu'on ne trouve pas dans les fontes électroniques actuelles. Donc, ce caractère est mis pour un autre caractère qui se prononce ji, et jiyue en l'occurrence veut dire donc un an. Donc, il suffirait donc que quelqu'un m'emploie pour que, en une seule année,
le résultat soit que, c'est-à-dire acceptable. Et pour que en 3 年, donc en 3 ans, là vous reconnaissez les 3年 de l'inscription sur tuile, le youcheng, qu'il y ait donc quelque chose de pleinement réalisé. Donc ici vous avez un écho à la fois donc des 3年, donc de cet embout de tuile. Les Han donc sont censés en 3 ans avoir unifié donc le monde entier. Et de la même façon ici donc Confucius prétend donc pouvoir en une seule année donc déjà je ne dirais pas revenir à l'équilibre budgétaire, mais c'est à peu près ça, et en 3 ans donc accomplir un programme. Et donc vous retrouvez ici donc ce verbe cheng à la fin donc qui figurait déjà donc dans sur cet embout de tuile ici donc ren yi zi cheng. Donc la deuxième section qui nous intéresse ici, qui est la section 11 du livre 13, continue un petit peu dans la même veine et nous dit ceci donc 子曰善人为邦100年亦可以胜残去杀矣. Donc le maître dit, et là il est évident qu'il cite un propos qui n'est pas de lui. Alors si ou si seulement des shanren, c'est-à-dire des hommes excellents, des hommes d'excellence, weibang, c'est-à-dire donc littéralement s'occupaient des affaires d'un pays ou dirigeaient un pays pendant 100 年, pendant 100 ans, alors donc yi kei, alors cela deviendrait possible de sheng can tu sha, c'est-à-dire cela deviendrait possible de littéralement venir à bout de vaincre la cruauté ou la violence et de tu sha, c'est-à-dire d'éliminer donc le fait de tuer. Ça peut être, on peut le comprendre, soit d'éliminer le crime ou d'éliminer donc les exécutions capitales, parce qu'elles seraient devenues inutiles. Et ensuite, pourquoi donc on comprend que ici Confucius cite le propos de quelqu'un d'autre, c'est qu'il conclut avec son propre commentaire en disant donc Cheng zai shi yan ye, c'est-à-dire donc comme il dit vrai ce propos, comme elle est bien vraie cette parole. Donc ici vous avez donc un propos qui est placé donc enfin ou plus exactement un propos que cite Confucius, mais qui est un petit peu dans la même veine donc que la section précédente, c'est-à-dire que pour des hommes d'excellence, il faudrait donc à peu près une centaine d'années pour arriver donc à justement parvenir à un état de société tellement idéal que le crime, les assassinats et les exécutions capitales auraient complètement disparu. La section suivante, vous le voyez, donc la section 12, continue donc toujours dans le même sens. Zi Yue, le maître dit, Ru you wang zhe, bi shi er hou ren. Alors, ici aussi, nous sommes toujours dans l'hypothèse, c'est-à-dire donc si il y avait donc un vrai roi
ou quelqu'un qui représenterait une véritable royauté, on pourrait être sûr que en shi, c'est-à-dire en une seule génération, c'est-à-dire en gros en une trentaine d'années, pi shi, c'est-à-dire nécessairement, on aurait ensuite de la vertu d'humanité, c'est-à-dire un gouvernement donc fondé sur la vertu d'humanité. Donc là, vous reconnaissez toujours cette notion de ren qui est tellement centrale donc dans l'enseignement confucéen. Là, l'hypothèse, c'est que si on avait un gouvernement qui représenterait les véritables valeurs d'une royauté idéale, en à peu près une génération, donc en une trentaine d'années, on aurait un gouvernement qui serait animé par le principe du ren, c'est-à-dire la vertu d'humanité, l'idéal confucéen. Enfin, donc, vous avez cette dernière section, donc la section 29, toujours dans le livre 13, qui vous dit ceci. Zi yue, shan ren jiao min 7 年, yi ke yi ji rong yi. Alors, le maître dit, et là, donc, c'est bien un propos qui est placé dans sa bouche, et là, vous retrouvez donc le même début qu'à la section 11. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention en mettant les caractères en bleu. Shan ren, si seulement des hommes d'excellence, jiao min, c'est-à-dire guidaient ou instruisaient le peuple, 7 年, pendant 7 ans, yi ke yi, et là vous retrouvez aussi toujours la même formule que dans la section 11, cela deviendrait possible de ji rong yi, littéralement donc de lui faire prendre les armes, c'est-à-dire donc on pourrait sous-entendu l'amener à faire n'importe quoi, c'est-à-dire même la guerre, même le mener à la guerre. Donc, vous avez dans cette section 29 un écho évident de cette section 11 que j'ai soulignée donc en bleu. Vous retrouvez exactement les mêmes formules, shan ren et cette formule yi ke yi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette section 11, le propos est une citation de quelqu'un d'autre par Confucius, alors que dans la section 29, le propos est placé directement donc dans la bouche de Confucius lui-même. Alors, toutes ces sections que nous venons de lire ont, vous l'aurez peut-être remarqué, pour point commun entre elles et pour point commun avec l'inscription sur en bout de tuile ici, elles ont ce point commun qui est le suivant, c'est-à-dire l'estimation du nombre d'années qu'il faut pour réaliser le gouvernement idéal. Et donc, selon les objectifs, cela peut varier d'une année à un siècle, en passant par une génération, 30 ans, ou 3 ans, alors que chez nous, on a compté par tranche de 7 ans, maintenant réduit à 5 ans. Donc, comme vous savez, cette année du dragon va être évidemment l'année de tous les dangers. Alors, plus sérieusement, donc, l'autre réflexion qui vient à l'esprit quand on considère ce groupement de sections du livre 13 du Lun Yu,
et qu'on les place face à des inscriptions donc datées des Han, on est tout à coup saisi par une sorte de doute et on en vient à se poser des questions assez troublantes. Alors, tous ces propos qui sont placés dans la bouche de Confucius, puisqu'ils sont tous introduits par la formule Ziyue, donc le maître dit, tous ces propos ont-ils vraiment été prononcés par lui, puisque, comme on l'a vu, certains sont donnés explicitement comme des citations, alors que d'autres, qui se présentent de façon parfaitement analogue, sont donnés comme des propos du maître lui-même. En outre, on en vient aussi à se demander dans quel sens il faut replacer les choses. Alors, est-ce que c'est le discours dominant sous les Han qui cite le Lun Yu sous prétexte que, comme le disait donc le sinologue américain donc Homer Dobbs, que vous avez ici en bas du tableau. Homer Dobbs, dans un article de 1938, est resté connu pour sa formule The Victory of Han Confucianism, c'est-à-dire donc l'idée que le confucianisme a triomphé sous les Han et plus spécifiquement sous le règne de l'empereur Wu des Han occidentaux, l'empereur Wu qui a régné entre 141 et 87 avant Jésus-Christ. Donc, est-ce que donc c'est le discours dominant sous les Han qui cite le Lun Yu parce que il faut considérer que le confucianisme a déjà triomphé à cette époque, ou bien est-ce que ça ne serait pas plutôt l'inverse? Est-ce que ça ne serait pas que le Lun Yu serait un reflet donc de l'idéologie des Han, plutôt que des paroles authentiques de Confucius qui a vécu 500 ans plus tôt. Alors, cette formule de Homer Dobbs a fait largement polémique et elle est critiquée de tous les côtés actuellement parce que de plus en plus est en train de s'élaborer un consensus entre donc les sinologues, c'est que en fait même sous les Han occidentaux, on ne peut absolument pas parler donc de victoire du confucianisme. Alors déjà ce isme est en lui-même problématique, mais est-ce qu'on peut vraiment dire que comment dire l'enseignement de Confucius était véritablement l'idéologie dominante sous les Han occidentaux? C'est une thèse qui est de plus en plus contestée. Alors, si on revient donc sur cette dernière hypothèse, selon laquelle donc le Lun Yu serait plutôt un reflet de la pensée des Han et non l'inverse, le fait de faire précéder donc des dictons ou des énoncés datant des Han, les faire précéder de la mention Ziyue, c'est-à-dire le maître dit, est-ce que ça n'aurait pas pour seul but de leur donner de l'autorité et du prestige? En clair,
est-ce que, et ça c'est une hypothèse qui est envisagée justement par les déconstructionnistes dont je vous entretiens depuis quelques semaines maintenant, est-ce que il n'y aurait pas ce procédé qui consiste finalement à piocher, disons, des unités textuelles ou, comme on dit maintenant, des éléments de langage, donc de leur donner de l'autorité en simplement les faisant précéder de la formule ziyue, le maître dit, hein, et donc de mettre ces unités textuelles dans la bouche prétendument donc du maître lui-même, hein, comme si c'était donc lui qui les avait prononcées. On aurait donc ici un procédé qui est bien connu, hein, des philologues et qu'on retrouve au demeurant dans nombre d'autres traditions. Et donc le sinologue américain, donc Stephen Van Zuren, dont j'ai déjà mentionné le nom ici, voilà, dans un livre que j'ai également déjà cité, donc Poetry and Personality, Reading, Exegesis and Hermeneutics in Traditional China, c'est-à-dire donc poésie et personnalité, lecture, exégèse et herméneutique dans la Chine traditionnelle, publié aux presses universitaires de Stanford en 1991. Donc dans cet ouvrage, Stephen Van Zuren file la comparaison entre le Yu et la constitution en tant que texte des évangiles, hein, du Nouveau Testament, à partir donc de fragments de propos attribués à Jésus, hein, et à partir de récits donc rapportés à son personnage. Or, la grande question, aussi bien pour le Yu que pour les évangiles, est de se demander dans quelle mesure ces sources écrites qui nous sont parvenues reproduisent fidèlement des paroles qui auraient été effectivement prononcées par les personnages historiques que sont donc Confucius et Jésus. Alors, on a vu à propos des exemples d'intertextualité qui permettent donc d'observer de quelle manière ce que j'ai appelé les unités textuelles sont réutilisées d'un texte ou d'un contexte à l'autre. Nous avons vu donc que c'est, de par ces exemples, hein, que je vous remontre ici, que nombreuses sont les sources possibles des unités textuelles qui constituent le textus receptus du Yu. Alors là, vous en avez quelques-unes, là, vous en avez quelques autres. Alors, ces sources peuvent être classées très sommairement donc, en deux grandes catégories. Vous avez d'une part des sources ritualistes, comme le Li Ji en haut du tableau, donc le traité des rites, et cet autre traité rituel du début de l'époque Han, donc le Da Dai Li Ji, c'est-à-dire donc le traité des rites du grand Tai. Et alors ça, c'est quelque chose qui ne nous surprend qu'à moitié, dans la mesure où nous avons déjà assez lourdement insisté donc sur l'importance de la culture rituelle, donc
dans l'enseignement confucéen. Et il y a par ailleurs donc des sources que je qualifierais de folkloriques. Alors, il n'y a absolument rien de péjoratif dans cet adjectif. J'entends par là des recueils d'anecdotes qui concernent Confucius et ses disciples. Je suis presque tentée de parler de sa bande de disciples, qui constitue donc la légende de Confucius, autrement dit donc une source de folklore autour donc du personnage légendaire de Confucius, et sur lesquels, j'espère, nous aurons le temps de revenir. Il y a par exemple donc dans cette seconde catégorie de sources des compilations comme le Xin Shu que vous avez en troisième position ici sur le tableau, ou le Shuoyuan qu'on peut prononcer également Shuiyuan pour les raisons que je vais vous dire tout de suite. Ce sont deux ouvrages qui sont attribués donc à Liu Xiang, un personnage donc archiviste de la bibliothèque impériale dont nous avons déjà mentionné le nom, qui a vécu donc au 1er siècle avant Jésus-Christ, entre 79 et 8 avant Jésus-Christ. Alors, le Xin Shu, c'est-à-dire la nouvelle préface, ou le Shuoyuan, le jardin des propos, ou si vous prononcez Shuiyuan, ça veut dire donc une sorte de florilège sur l'art de la persuasion. Donc ces deux compilations sont des recueils, on pourrait dire, d'histoires édifiantes autour donc de la figure de Confucius. Vous avez aussi, ensuite des compilations qui sont plus tardives, que l'on date en général des Han orientaux, c'est-à-dire donc de la seconde partie de la dynastie. Donc, en gros, en fait, des 2 premiers siècles de l'ère chrétienne, qui, comme vous le voyez, comportent donc le nom de famille de Confucius. Vous avez donc, par exemple, le Kongzi Jiayu, et vous avez aussi le Kongcongzi, qui, jusqu'à maintenant, une date relativement récente, ont suscité beaucoup de doutes sur leur authenticité parce que la tradition donc les considère comme des faux ultérieurs donc ou postérieurs à la dynastie Han. Mais toujours est-il que là vous avez tous ces florilèges, compendia, recueils d'anecdotes ou recueils folkloriques vous donnent déjà une idée sur la diversité donc des sources qui donc tournent autour de la légende de Confucius. Et puis donc il y a, et cela je vous l'annonçais donc la semaine dernière, il y a d'autre part donc les manuscrits, les textes manuscrits que l'on a retrouvés pour la plupart dans des tombes au cours de fouilles archéologiques qui ont eu lieu dans les quelques 40 dernières années. Alors, ces fouilles archéologiques, en ce qui concerne donc des textes qui rappellent de près ou de loin donc notre Textus Receptus du Luan Yu, concernent essentiellement 3 groupes de textes. Alors, vous avez d'abord donc des fouilles qui ont été menées
en 1973 sur le site de Dingzhou, ici. Je l'avais tout à l'heure, donc ce site de Dingzhou, vous le voyez, donc nous sommes en bas du tableau, la flèche ne revient plus, ici, voilà, Dingzhou. Dingzhou, qui se situe dans la province actuelle du Hebei. Donc 73, c'est évidemment une date assez étonnante puisque nous sommes en pleine révolution culturelle, mais ça n'a pas empêché heureusement donc les fouilles archéologiques de se poursuivre. Et donc, à Dingzhou, on a retrouvé une tombe datée de 55 avant Jésus-Christ, qui a été identifiée comme celle d'un roi, le roi du royaume de Zhongshan, qui a régné donc pendant les Han occidentaux. Donc là, entre 74 et qui a régné donc sous un empereur des Han, des Han occidentaux. Quand je vous dis que je suis très fatiguée, donc cet empereur Xuan des Han occidentaux a régné donc entre 74 et 49 avant l'ère chrétienne. Donc nous sommes au 1er siècle avant l'ère chrétienne et cette tombe serait donc datée de 55. Alors, au milieu d'une foule d'objets funéraires, alors ça, je crois que on aura peut-être l'occasion d'y insister de nouveau, mais il faut dire que ces textes manuscrits sur fiches de bambou, en l'occurrence, ont été retrouvés au milieu d'une multitude, d'une abondance absolument extraordinaire d'objets. Et non seulement donc cette abondance d'objets n'a pas encore été exploitée, mais on n'a pas encore véritablement mis en relation donc ces objets avec le contenu des textes. C'est un vaste chantier qui a été lancé donc depuis quelques décennies, mais les spécialistes sont encore donc le nez justement dans ces recherches. Alors, il y a déjà donc un ouvrage tout à fait remarquable donc publié par notre collègue d'origine allemande, comme son nom l'indique probablement, Lothar von Falkenhausen, qui donc est lui aussi établi aux États-Unis et qui a publié donc un livre très important qui s'intitule donc Chinese Society in the Age of Confucius, c'est-à-dire donc la société chinoise donc à l'époque de Confucius. Alors c'est un livre un tout petit peu trompeur, enfin plus exactement le titre est un petit peu trompeur dans la mesure où Lothar von Falkenhausen est tout d'abord un archéologue et c'est un ouvrage qui justement commence à faire ce travail justement de mise en relation de ce qui a été trouvé notamment comme objet dans les tombes, avec ce que nous connaissons par ailleurs à partir des sources textuelles. Donc, on ne peut pas dire que ce soit véritablement, ne vous attendez pas à y voir, quelque chose qui ressemblerait à la vie quotidienne à l'époque de Confucius. C'est pas ça. C'est un ouvrage extrêmement érudit et documenté, très spécialisé, mais qui fait un point tout à fait remarquable. Alors,
je vous donne peut-être l'impression que la sinologie est totalement monopolisée par nos collègues américains ou résidents donc aux États-Unis, mais dans le domaine archéologique, vous connaissez sans doute tous les travaux donc de notre collègue Alain Toth, qui est directeur d'études donc à l'École pratique des hautes études, et qui s'est fait connaître par ses nombreuses publications et aussi en tant que commissaire d'expositions très importantes qui ont eu lieu à Paris, dont la grande exposition qui a eu lieu il y a quelques années à la Pinacothèque de Paris, où on a vu justement quelques échantillons de ces guerriers de l'armée de Qin Shi Huangdi, donc exhumés à Xi'an. Bon. Alors, donc, pour revenir, et j'en finis très très rapidement parce que je vois que nous arrivons à la fin de l'heure. Donc, ce site de Dingzhou donc, est un des sites où l'on a retrouvé des fiches de bambou portant donc quelques milliers de caractères identifiés comme analogues à ce que nous connaissons de certains passages du Lun dans le texte reçu. J'y reviendrai la prochaine fois, mais là j'en viens rapidement donc au deuxième site, celui donc de Guotian ici, qui se situe donc dans le Hubei et qui a été, c'est-à-dire donc dans l'ancien royaume méridional de Chu, et un site qui a été fouillé donc en 1993 et qui a révélé une tombe datée des environs de 300, de l'an 300 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc fin du IVe, début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, où là aussi donc on a retrouvé des fiches de bambou inscrites donc avec des fragments de textes qui rappellent ce que nous lisons dans le Lun. Et enfin, le troisième groupe de manuscrits qu'on a retrouvé récemment n'a pas été, enfin, provient probablement d'une tombe, mais c'est le manuscrit qu'on appelle le manuscrit de Chu du musée de Shanghai, c'est-à-dire le Shanghai Boguan Chujian, c'est-à-dire donc les fiches de bambou du pays de Chu provenant donc du Boguan, c'est-à-dire donc du musée de Shanghai. Alors l'histoire de ces manuscrits est assez obscure. Ce sont des manuscrits qui ont réémergé donc en 1994, donc au sud de la Chine, près de Hong Kong, et qui ont été rachetés par le musée de Shanghai. Et donc, certains spécialistes émettent quand même quelques questionnements donc, sur la provenance et voire sur l'authenticité de ce groupe donc, de manuscrits, donc, sur lesquels je reviendrai la prochaine fois. Alors, je dois vous rappeler que jeudi prochain sera déjà notre dernière séance de travail ensemble pour cette année, et qu'elle sera suivie l'après-midi même, donc jeudi 9 février, à 14h30, par la conférence de notre collègue de l'Université de Munich, le professeur Hans van Hess, qui nous parlera en français
de la construction des premières histoires dynastiques, notamment donc celles qui nous intéressent depuis quelque temps, puisque ce sont nos sources principales pour connaître les origines du Luan et de la légende de Confucius, donc à savoir donc le Shiji, les annales historiques, et le Hanshu, donc le livre dynastique des Han. Ce sont des sources dont le professeur Van Hess est vraiment l'un des meilleurs spécialistes dans la sinologie européenne. Et pour une fois que nous avons un collègue allemand qui enseigne en Allemagne et qui vient nous parler en français, il faudra en profiter. Donc, à la semaine prochaine, donc, et d'ici là, tâchez de ne pas prendre froid. Sortez couverts. Merci.